Sœur Marguerite avait 59 ans lorsqu'elle remarqua pour la première fois que quelque chose clochait chez le jeune homme qui fréquentait quotidiennement la bibliothèque du couvent. Elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. C'était un sentiment, une intuition forgée au fil de 40 années de vie religieuse passée à observer les gens. Il y avait quelque chose chez lui qui détonnait. Le couvent Notre-Dame-des-Anges se trouvait à Avignon, cette ville papale chargée d'histoire où le palais des papes dominait l'horizon. Le couvent abritait une bibliothèque spécialisée dans les manuscrits religieux médiévaux, ouverte aux chercheurs, aux étudiants et aux universitaires. Marguerite en était la bibliothécaire en chef depuis 20 ans. Elle savait reconnaître les chercheurs sérieux. Et quelque chose chez Adrien Beaumont laissait à désirer. Adrien s'est présenté en octobre. 23 ans, d'après la carte d'identité qu'il a montrée lors de son inscription. Étudiant en histoire médiévale à l'université d'Aix-Marseille, selon ses dires. Il souhaitait consulter des manuscrits du XIVe siècle concernant les ordres mendiants. Une demande légitime, dossier en règle. Marguerite lui a accordé l'accès sans poser de questions. Mais en l'observant les semaines suivantes, il remarqua des incohérences. Adrien arrivait tous les jours à 9 heures à l'ouverture de la bibliothèque et y restait jusqu'à 5 heures à sa fermeture. Un dévouement impressionnant. Mais sa façon de travailler était étrange. Il passait des heures sur le même manuscrit. Il prenait des notes, mais peu. Souvent, il se contentait de regarder les pages sans vraiment les lire, comme si son esprit était ailleurs. Quand Marguerite passait, il lui arrivait de le voir perdu dans ses pensées, le regard absent, le doigt suivant distraitement les marges d'un manuscrit. Lorsqu'il sentait sa présence, il sursautait, puis reprenait aussitôt son attention. Mais ce sursaut s'accompagnait toujours d'une lueur étrange dans ses yeux. Peur, tristesse. Marguerite n'arrivait pas à le déchiffrer. Il y avait aussi la question de son apparence physique. Adrien était maigre. Non pas maigre comme un jeune homme actif, mais maigre comme quelqu'un qui ne mange pas assez, des joues légèrement creuses, des poignets trop fins, un teint d'une pâleur maladive, des cernes sous ses yeux trahissaient des nuits blanches. Marguerite commença à y prêter plus attention. Elle remarqua qu'Adrien ne déjeunait jamais. Il apportait une bouteille d'eau, mais rien d'autre. Un jour, lorsqu'elle lui offrit des biscuits, des restes d'une réunion de religieuses, il les accepta avec une gratitude démesurée. Il en mangea 4 d'un trait, comme un affamé. En novembre, Marguerite décida de mener l'enquête discrètement. Elle vérifia son inscription à l'université d'Aix-Marseille. Elle appela le département d'histoire, sous prétexte de confirmer son statut d'étudiant pour l'accès aux documents à accès restreint. La secrétaire confirma « Oui, Adrien Beaumont était bien inscrit », mais elle ajouta qu'il était en arrêt maladie depuis septembre. Il n'aurait donc pas dû mener de recherches actives. Congé, maladie. Cette information a soulevé d'autres questions. Si vous étiez en congé maladie, pourquoi veniez-vous à la bibliothèque tous les jours? Pourquoi faisiez-vous semblant de faire activement des recherches? Et quel type de problème de santé justifiait un congé tout en vous permettant de passer des journées entières à la bibliothèque? Marguerite observa plus attentivement. Elle remarqua des tremblements occasionnels dans les mains d'Adrien. La façon dont il se massait, parfois la tempe gauche, comme s'il avait mal à la tête. Sa respiration irrégulière lorsqu'il pensait être seul. Ces petits signes, pourtant bien présents, dressaient le portrait d'une personne malade qui tentait de le dissimuler. C'est fin novembre que tout a basculé. Adrien était à son bureau habituel. Marguerite était à la table de consultation. Elle entendit un bruit étrange. Elle leva les yeux. Adrien était penché sur son manuscrit, le corps tendu. Un autre bruit, un gémissement étouffé de douleur. Elle se leva d'un bond et s'approcha de lui. « Monsieur Beaumont, ça va ?» Il ne répondit pas tout de suite. Sa respiration était rapide et superficielle. Sa main gauche était pressée contre sa tempe. Sa main droite serrait si fort le bord de la table que ses jointures blanchissaient. Marguerite lui toucha doucement l'épaule. « Adrien ?» Il leva les yeux. Son visage était pâle, du sang perlait sur son front. Il essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. « Excusez-moi, un instant », mais il était clair que ce n'était pas qu'un instant.
C'était grave. Marguerite prit sa décision. Elle dit « Viens avec moi, maintenant ». Tom refusa toute objection. Elle l'aida à se relever. Il tituba légèrement. Elle le soutint et le conduisit dans une petite pièce privée derrière la bibliothèque. Une pièce où les religieuses prenaient leur pause. Elle l'installa sur un vieux canapé et lui apporta de l'eau. « Bois », dit-elle. Il obéit d'une main tremblante. Marguerite était assise sur la chaise d'en face et observait. Elle attendit. 5 minutes. 10. Peu à peu, la respiration d'Adrien se calma. Il reprit légèrement des couleurs. Ses tremblements cessèrent. Finalement, il la regarda et dit « Je suis désolé, je ne voulais pas faire d'esclandre. » Marguerite dit calmement « Ce n'était pas une scène, c'était un épisode médical. Et ce n'est pas la première fois que j'en vois un. Je vous ai déjà vu avoir des épisodes similaires, mais moins graves. Maintenant, vous allez me dire la vérité. Que se passe-t-il » Adrien hésita. Marguerite perçut la lutte sur son visage. Une décision à prendre ou à continuer de feindre. Finalement, il céda. Ses épaules s'affaissèrent en signe de reddition. Il dit « Tumeur au cerveau, glioblastome, inopérable ». Les mots tombaient comme des pierres sur l'eau calme. Marguerite ressentit un choc, une tumeur au cerveau, à 23 ans. Elle demanda « Quand a-t-on diagnostiqué ça ?» Il répondit « En juillet. Ça a commencé par des maux de tête. Je pensais que c'était le stress des études, mais ça a empiré. Les examens ont révélé une masse dans le lobe frontal gauche. Les médecins ont dit que c'était agressif, que ça allait grossir, que finalement... » Il s'arrêta. Il n'eut pas besoin de finir. Marguerite demanda « Un traitement ?» Adrien répondit « On m'a proposé de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Je pouvais gagner quelques mois, mais ma qualité de vie aurait été épouvantable. Nausées constantes, perte de cheveux, fatigue extrême. Au final, le résultat aurait été le même. J'ai décidé de refuser. « Tes parents sont au courant ?» demanda Marguerite. Le visage d'Adrien se durcit. « Je n'ai pas de parents. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Mon père est absent depuis des années. J'ai un oncle à Marseille, mais on n'est pas proche. Je suis complètement seul. » La solitude dans sa voix était absolue. Marguerite ressentit une douleur à la poitrine en écoutant. Un jeune homme de 23 ans, mourant seul, sans famille, feignant la normalité dans une bibliothèque, car l'alternative était d'affronter la mort dans un appartement vide. Elle demanda « Pourquoi venez-vous ici tous les jours? Pourquoi faire semblant de faire des recherches ?» Adrien regarda ses mains. « Parce qu'ici j'ai un but, même s'illusoire. Je me lève le matin, je viens à la bibliothèque. Je m'assieds parmi de magnifiques manuscrits écrits par des gens morts il y a des siècles. Cela me donne l'impression d'être connecté à quelque chose de plus grand, comme si cette vie éphémère n'était pas tout ce qui existe. Les auteurs de ces manuscrits sont morts il y a 600 ans, mais leurs mots perdurent. Peut-être, je ne sais pas, sans doute des bêtises. » Marguerite dit doucement « Ce n'est pas de la folie. C'est une quête de sens face à la mortalité. C'est humain. » Un silence s'installa, puis elle demanda « Combien de temps les médecins vous ont-ils donné ?» 6 mois se sont écoulés depuis le diagnostic. 4 mois sont déjà passés. Il me reste donc peut-être 2 mois. Les symptômes vont s'aggraver. Les crises comme aujourd'hui vont se multiplier. Je finirai par perdre ma motricité, puis mes facultés cognitives. La fin sera terrible, dit-elle avec une résignation plus dévastatrice que le désespoir. Marguerite prit sa décision à cet instant. Elle dit « Tu ne traverseras pas cette épreuve seule, pas tant que je peux t'aider. » Adrien la regarda, surpris. « Tu me connais à peine. » Elle « Je te connais suffisamment bien. Tu viens ici tous les jours depuis 2 mois. Je vois avec quel respect tu traites les manuscrits. Comment tu exprimes ta gratitude pour la moindre gentillesse. Je sais reconnaître le caractère de quelqu'un, et je ne te laisserai pas mourir seul. » Les larmes montèrent aux yeux d'Adrien. C'était la première fois qu'il voyait une véritable émotion sur son visage. Il demanda « Pourquoi? Pourquoi cela vous importe-t-il » Marguerite réfléchit sincèrement. Elle répondit « Parce que j'ai passé 59 ans dans les ordres, soi-disant au service de Dieu.
Mais servir Dieu est abstrait. Aider une personne mourante est concret. C'est peut-être plus proche du divin que n'importe quelle prière. Les jours suivants, Marguerite prit des mesures. Elle informa d'abord la mère supérieure de la situation et lui demanda la permission d'aider Adrien. La mère, femme compatissante, accepta. Elle déclara que c'était un acte de miséricorde et que le couvent la soutiendrait. Marguerite avait trouvé une chambre pour Adrien dans l'aile des hôtes du couvent, petite mais confortable. Elle lui proposa d'y rester plutôt que dans l'appartement probablement précaire qu'il louait. Au début, il refusa. Il disait ne pas pouvoir accepter la charité. Elle insista. Elle expliqua qu'il ne s'agissait pas de charité, mais de compagnie, que durant les mois qui lui restaient, il méritait du réconfort et de la compagnie. Adrien a emménagé en décembre. Une routine s'est instaurée. Il continuait de venir à la bibliothèque le matin quand il se sentait bien. Marguerite travaillait toujours à proximité. Lorsque des crises survenaient, et elles étaient de plus en plus fréquentes, elle l'aidait. Elle le raccompagnait dans sa chambre. Elle restait jusqu'à ce que la crise passe. Elle lui offrait de l'eau, du silence, sa présence. La conversation s'intensifia. Adrien parla de sa vie, de sa mère adorée, emportée par un cancer lorsqu'il avait 12 ans, de son père, qui sombrait dans l'alcool, l'abandonnant émotionnellement puis physiquement, de son enfance en famille d'accueil, de ses études, qui lui offraient une échappatoire, de sa solitude lancinante. Marguerite a partagé son histoire, son entrée dans l'ordre à 19 ans, sa fuite d'une famille abusive, ses décennies de service, riches de sens, mais aussi un rempart contre toute véritable intimité, son absence d'enfant, son absence d'amour romantique, une vie sûre, mais incomplète. Leur lien s'est renforcé. Non pas romantique, la différence d'âge et les circonstances l'empêchaient, mais profond. Marguerite a commencé à voir Adrien comme le fils qu'elle n'avait jamais eu. Lui, il a commencé à la voir comme la mère qu'il avait perdue trop tôt. Ils ne se le sont pas dit, mais ils le ressentaient tous les deux. En janvier, son état s'est dégradé. Adrien ne pouvait plus aller à la bibliothèque. Il restait la plupart du temps dans sa chambre. Il souffrait constamment de maux de tête. Il commençait à perdre sa coordination motrice. Marguerite prenait soin de lui. Elle lui apportait ses repas. Elle lui lisait des histoires quand ses yeux lui faisaient trop mal pour lire seule. Elle restait assise en silence quand les mots étaient trop difficiles à entendre. D'autres religieuses ont prêté main forte. Sœur Marie, infirmière de formation, lui a administré des médicaments contre la douleur. Sœur Claire a apporté des fleurs fraîches dans sa chambre. Sœur Béatrice a préparé des soupes spéciales qu'il pouvait tolérer. Toute la communauté a entouré le petit garçon, mourant de son amour. En février, Adrien se levait à peine. Marguerite passait ses journées à son chevet. La mère supérieure la releva de ses autres tâches, estimant que s'occuper d'un mourant était plus important que de s'occuper de la bibliothèque. C'est fin février qu'Adrien prononça des mots qui brisèrent le cœur de Marguerite. Il était allongé, elle assise à côté de lui. Il prit sa main et dit « Sais-tu ce que je regrette le plus ?» Elle demanda quoi. Il répondit « De ne jamais avoir eu une mère assez longtemps. 12 ans, c'était trop court. Mais toi, ces derniers mois, tu m'as donné ce qui me manquait. Tu ne l'as pas remplacé, mais tu as comblé le vide qu'elle a laissé. Merci. » Marguerite pleurait à chaudes larmes. Elle dit « Tu m'as aussi donné quelque chose, un vrai but, le lien humain qui me manquait. Merci de m'avoir permis de prendre soin de toi. » Ils restèrent ainsi, les mains entrelacées, pleurant ensemble. Adrien est décédé durant la première semaine de mars. Paisiblement, la main de Marguerite dans la sienne. Ses dernières paroles furent « Je n'ai pas peur. Tu m'as prouvé que l'amour existe même quand tout le reste s'écroule. C'est suffisant. » Puis, il ferma les yeux et s'éteignit. Les obsèques furent intimes. Son oncle, venu de Marseille, semblait sincèrement triste de ne pas avoir pu être présent plus longtemps. Quelques collègues de l'université étaient également là. La communauté du couvent était au complet. Marguerite prononça l'éloge funèbre. Elle évoqua le courage d'Adrien, sa dignité face à la mort, et la leçon qu'il nous a donnée, vivre pleinement,
même lorsque le temps est compté. Après sa mort, Marguerite découvrit qu'Adrien lui avait laissé quelque chose, une lettre, écrite des semaines auparavant, alors qu'il pouvait encore tenir une plume. On pouvait y lire « Sœur Marguerite, le secret que je cachais n'était pas seulement la tumeur, c'était l'immense solitude que je ressentais, la peur de mourir seul, sans que personne ne se soucie de moi. Tu as brisé cette solitude, tu m'as donné une famille durant mes derniers mois. Je ne te remercierai jamais assez. Continue d'aller à la bibliothèque. Pense à moi de temps en temps lorsque tu verras des manuscrits. Je serai là d'une manière ou d'une autre, avec tout mon amour, Adrien. » À 59 ans, Marguerite avait découvert le secret que le jeune homme dissimulait. Il ne s'agissait pas seulement d'une maladie incurable, mais d'une peur panique de l'insignifiance. La crainte que ses 23 années de vie soient oubliées, que la mort n'ait plus d'importance. Elle lui avait prouvé le contraire, elle lui avait montré que sa vie comptait, que ses derniers mois étaient emplis d'amour, malgré la défaillance de son corps. La révélation de ce secret a également transformé Marguerite. Après la mort d'Adrien, elle s'est interrogée sur sa propre vie avec une intensité nouvelle. Pendant 40 ans, elle avait vécu dans l'ordre, évitant toute véritable connexion. Adrien l'a forcée à s'ouvrir, à aimer pleinement, même en sachant que la perte était inévitable. Cette leçon fut une véritable révélation. Elle n'a pas quitté l'ordre. Mais elle a transformé sa vie intérieure. Elle passait plus de temps avec les religieuses, les considérant comme des personnes et non plus seulement comme des collègues. Elle s'est portée volontaire dans un hospice local pour accompagner d'autres personnes en fin de vie. Elle a ouvert son cœur comme elle l'avait gardé fermé pendant des décennies. La mort d'Adrien lui avait appris à vivre. L'amour interdit ici n'était pas romantique, mais filial. Une religieuse de 59 ans et un jeune homme de 23 ans, trouvant l'un en l'autre une famille, chacun dans sa solitude. Son secret n'était pas un scandale, mais une tragédie intime devenue source de grâce. Marguerite, découvrant ce secret, aurait pu se replier sur elle-même. Au lieu de cela, elle a continué d'avancer, et durant les 2 derniers mois de la vie d'Adrien, tous deux ont trouvé ce qui leur manquait. Sa mort, en elle-même, n'a pas changé. Mais la manière dont il est mort, si, non pas seul, mais aimé, et cela a fait toute la différence.